Like you know, the Fede is both speaking French and English. I will sometimes switch from French to English and English to French, just to welcome everybody. And so I'm starting in French. Et je remercie nos speakers. Nous allons aborder aujourd'hui un thème important puisque c'est le thème des transitions, qui est un enjeu stratégique de la décennie. Ce terme résonne partout, écologique, numérique, pédagogique, sociétal, mais au-delà du mot, c'est toute l'architecture de l'enseignement supérieur qui se trouve au cœur d'une métamorphose sans précédent. These transitions are not merely sectoral challenges, they represent a critical moment in which the very relevance of higher and vocational education institutions is at stake. Those who can anticipate, understand, and manage these changes will consolidate their position. The others risk becoming obsolete. A transition is neither a simple evolution nor a sudden breakup. It is both a dynamic passage where new, often unpredictable possibilities emerge, a moment when one literally goes beyond the predictable. In a fragment of this plurality that our speakers will seek to examine this afternoon with Professor Jean-Louis Bischoff, Fede's Doctoral School Director, Nicolas Ligneul, Docteur en droit, avocat international, membre du Conseil scientifique de la Fede, Maître de conférences habilité à diriger des recherches à l'Université de Paris, il enseigne le droit international et le droit européen. Daniel Wisniewski, PhD in economics, Secretary General of the European Fédération of Education Employers, the Fede is member of this network, and co-founder and coordinator of Educational Leadership Network Europe. Associate Professor at Metropolitan University in Budapest and United Business Institute in Brussels. Franck Jamet, docteur en psychologie, professeur émérite des universités et expert auprès des tribunaux. Il est spécialisé dans l'approche culturelle comparative et dans les troubles du développement intellectuel. Cornel Farkas, PhD in Applied Linguistic and English Language Teaching, is involved in the creation of educational materials to promote AI integrated education at Avicenna International College in Budapest, Fede's members. And now I will give the floor to Professeur Jean-Louis Bischoff, qui a préparé ce programme avec nos 4 intervenants. Et ce programme servira de base pour notre future Assemblée générale à Marrakech en avril 2026. Jean-Louis, the floor is yours. Thanks a lot, Claude. Merci beaucoup. Alors, l'idée de transition est souvent confondue avec celle d'évolution ou de rupture. En fait, elle est au carrefour des deux, à la confluence des deux. Elle n'est ni tout à fait une évolution qui est un processus continu, ni tout à fait une rupture qui est un processus discontinu. Elle est plutôt un changement générateur de recomposition. Voilà une définition globale et provisoire de la transition, un changement générateur de recomposition. Une chose est sûre, le terme est partout. On parle de transition démographique, écologique, politique, climatique. L'heure est à la transition tout azimut. Nous avons bien entendu circonscrit notre recherche, d'où le titre de notre journée d'études, qui est précisément Intelligence artificielle, transition éducationnelle et vitalité de l'entreprise. D'où la problématique, comment tenir ensemble les 3 termes. Alors, pour la prendre en charge, cette problématique, nous avons 4 orateurs que
Claude-Olivier Legault, président de la Fédération européenne des écoles, a présenté. Je tiens à ajouter une précision à leur présentation. Tous sont des universitaires de haut niveau, mais tous jouent un rôle important hors des murs de l'université. Franck Jamet, par exemple, expert auprès des tribunaux. Nicolas Ligneul est en charge de l'insertion professionnelle. Quant à Daniel Wisniewski, il est le coordinateur du réseau de leadership éducatif en Europe. Et Cornel Farkas, il, il crée des supports pédagogiques destinés à bon nombre d'établissements scolaires ou universitaires. Cela étant dit, c'est avec grand plaisir que je cède la parole au premier conférencier, Nicolas Ligneul. Nicolas Ligneul, dont la problématique est, dont le thème de l'intervention est IA générative et métiers juridiques, valeurs et limites de la transition technologique. Nicolas, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous pour votre gentille invitation. C'est toujours un vrai bonheur de travailler avec la Fede et c'est toujours très motivant de faire de la recherche avec de si belles équipes. Alors, je voudrais dire que déjà pour les Grecs, la mort était le début d'un voyage sur le Styx avec Charon. Le passage d'une vie à trépas conduisait donc à naviguer sur un fleuve dont les eaux rendaient véritablement invulnérables. Ce fleuve pouvait notamment conduire au champ des châtiments ou au pré de l'asphodèle pour les héros ou les justes. Il pouvait même conduire aux Champs-Élysées, aux îles des bienheureux et même à l'Olympe. C'est cette image qu'évoque pour moi la place de l'intelligence artificielle dans l'entreprise. Elle est un vecteur de transformation et participe peut-être à un rite de passage du monde réel au monde virtuel. Comme le Styx dans la mythologie grecque, elle s'impose à nous. Elle peut nous conduire à de beaux ou à de mauvais résultats. Elle a ses propres acteurs et elle consomme beaucoup d'énergie. L'irruption de l'intelligence artificielle dans le monde de l'entreprise marque une rupture profonde, comparable à ce qu'elle a représenté dans la première vague de la digitalisation. Si la digitalisation a transformé les modes de gestion, de communication et d'organisation, l'intelligence artificielle, quant à elle, bouleverse désormais la structure de l'entreprise, ses processus décisionnels et ses rapports humains. Cette transformation ne se limite pas à une évolution technique, elle impose une redéfinition des pratiques, des responsabilités et des obligations juridiques qui lui sont imposées. L'intelligence artificielle s'impose aujourd'hui comme un facteur de transition multiple, numérique, organisationnelle, mais aussi normative. L'entreprise, en intégrant des systèmes intelligents capables d'automatiser, de prédire ou d'optimiser, se trouve confrontée à de nouveaux défis juridiques. Cette transition est en réalité l'une des étapes d'un processus plus général. Le 19e siècle avait été celui de la révolution industrielle, le 21e siècle sera probablement celui de la révolution numérique. Et il me semble que... Nicolas, Oui, est-ce que je peux juste te demander de ralentir un tout petit peu parce qu'on a l'interprétation simultanée? pardon Claude, bien sûr. J'avais peur de déborder, alors je me presse. Donc il me semble que le 21e siècle sera celui de la révolution numérique. Et pour l'entreprise, cette révolution numérique s'est faite par étapes. La première étape a été celle de la digitalisation. Elle a transformé le papier en suite binaire et a ainsi facilité l'utilisation des données. La seconde étape est celle de l'entrée de l'intelligence artificielle dans l'entreprise. Désormais, l'utilisation de l'intelligence artificielle générative permet de créer un texte à partir des données disponibles dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise. L'utilisation de tous les outils numériques est donc facilitée et l'outil informatique peut concurrencer beaucoup d'activités traditionnellement réservées à l'humain. C'est ainsi que la transition vers l'intelligence artificielle pose la question du rapport entre l'homme et l'outil numérique. Dans ce contexte, cette contribution propose d'analyser, du point de vue du juriste, les principales transitions provoquées par l'intelligence artificielle dans l'entreprise et les réponses du droit à ces transitions.
L'entreprise devient un lieu où se manifeste cette tension entre innovation et régulation. Elle doit concilier efficacité économique et respect des droits fondamentaux, performance et transparence, innovation et responsabilité. Mihail Delmas-Marty l'a observé, le défi contemporain du droit réside dans sa capacité à, je cite, articuler la pluralité des systèmes normatifs sans perdre la cohérence de l'ensemble. Cette pluralité, loin d'être purement institutionnelle, traduit la coexistence de régulations d'origine étatique, européenne, internationale et technique. L'intelligence artificielle illustre cette complexité. Elle redéfinit les catégories fondamentales du droit, responsabilité, transparence, liberté contractuelle, preuve, causalité. Or, la doctrine a relevé que le passage de la loi à la mesure, du jugement à la prédiction, traduit un glissement de la gouvernance vers les lois à la gouvernance par les nombres. Le droit est ainsi confronté à une rationalité concurrente, algorithmique, qui prétend à l'objectivité, mais échappe souvent à la délibération humaine. Cette situation me semble poser un problème de droit fondamental. Comment préserver l'autorité du droit face à une technologie qui tend à se gouverner elle-même? Toutes les importantes créations technologiques ont conduit à adapter le droit. C'est même très habituel pour les juristes. Par exemple, lorsque les voitures ont été inventées, on a envisagé de rédiger le code de la route. De même, lorsque la médecine a permis de changer le sexe biologique des êtres humains, il a fallu adapter le droit civil. Et comme tous les outils nouveaux, l'intelligence artificielle a conduit à l'adoption de nouvelles règles. Le droit de l'entreprise a donc été amendé, modifié, pour que l'IA puisse être appréhendée par le droit. Toutefois, la transition provoquée par l'utilisation massive de l'IA ne s'est pas arrêtée à cette adaptation du droit. Le recours à l'intelligence artificielle a provoqué de tels bouleversements qu'il est apparu que le droit économique traditionnel, fondé sur un mécanisme de régulation, est devenu insuffisant pour encadrer juridiquement l'intelligence artificielle. La présence de l'intelligence artificielle dans l'entreprise a donc conduit à une double transition du droit. L'IA a conduit à une adaptation du droit de l'entreprise, ce sera ma première partie. Elle a peut-être aussi conduit à une transition qui est analysable comme une révolution du droit, et ce sera ma deuxième partie. D'abord, donc, j'envisagerai l'intelligence artificielle comme une adaptation du droit de l'entreprise. L'analyse du droit de l'entreprise après la transition vers l'intelligence artificielle fait ressortir à la fois une évolution du droit de l'entreprise et du droit du numérique. D'abord, le droit de l'entreprise. L'intelligence artificielle a modifié des solutions classiques et traditionnelles du droit de l'entreprise. Je voudrais en prendre deux exemples. Le premier exemple est celui du droit du travail. C'est dans le champ des relations de travail que les tensions entre innovation et protection se cristallisent le plus. L'utilisation d'outils d'IA pour le recrutement, la surveillance ou l'évaluation des salariés soulève d'importantes questions de loyauté et de proportionnalité. L'article L 1222-4 du Code du travail interdit toute collecte de données à l'insu du salarié. Cette exigence de transparence a été consacrée par la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt Barbulescu contre Roumanie de 2017. La Cour y a jugé illégale la surveillance des communications professionnelles sans une information préalable des salariés. Dans une autre affaire, l'affaire Lopez-Ribalda contre Espagne, la Cour a admis que la vidéosurveillance dissimulée pouvait être licite si elle répondait à des motifs impérieux et qu'elle était adoptée pour une durée limitée. C'est un arrêt du 17 octobre 2019. Ces arrêts ont fondé une véritable doctrine européenne du contrôle de proportionnalité entre les moyens consacrés par l'intelligence artificielle et la protection des individus à laquelle l'intelligence artificielle faisait face.
La CNIL, dans ses lignes directrices de 2024 en France, a exigé que tout déploiement d'outils d'analyse comportementale en entreprise soit précédé d'une analyse d'impact sur la vie privée et d'une consultation des représentants du personnel. C'est exactement la même logique. Le droit social s'est donc ainsi doté d'une méthodologie de la gouvernance de la donnée. Au-delà du respect de la vie privée, l'intelligence artificielle introduit un risque de discrimination algorithmique. Les biais présents dans les données d'entraînement peuvent par exemple perpétuer des inégalités de genre, d'âge ou d'origine. L'article L 1132-1 du Code du travail et la directive 2078 du Conseil imposent à l'employeur un devoir de prévention. C'est ainsi que la doctrine a proposé le concept de vigilance algorithmique pour vérifier que l'architecture technique ne devienne pas en elle-même une source de discrimination. Cette vigilance, inspirée du droit de la conformité, marque la naissance d'une forme d'éthique du design juridique. Le deuxième exemple qui me paraît pertinent, c'est celui du droit d'auteur. La question du droit d'auteur me semble en effet avoir été renouvelée par l'utilisation de l'intelligence artificielle. Traditionnellement, le droit, et en particulier le droit français, considère que l'auteur de l'œuvre est titulaire des droits patrimoniaux et non patrimoniaux sur sa création. L'intelligence artificielle générative a fait naître une difficulté. L'utilisation de l'IA générative conduit-elle à une création nouvelle? Et dans ce cas, qui crée? L'auteur du prompt ou le générateur d'intelligence artificielle? Au-delà de ce que peuvent dire les psychologues ou les philosophes, à ce jour, la réponse du droit s'oriente vers la reconnaissance d'un droit d'auteur pour l'auteur du prompt, à condition qu'il précise avoir eu recours à l'intelligence artificielle. Il a aussi, bien sûr, la responsabilité des éventuels biais de l'intelligence artificielle. Le droit de la propriété intellectuelle a donc permis la création d'une éthique de l'IA générative. L'auteur du prompt doit informer avec loyauté son lecteur que l'IA a été utilisée et s'assurer de l'absence de biais. Bien sûr, le droit du numérique, lui aussi, a évolué avec l'intelligence artificielle. La première transition du numérique avait conduit à appréhender les données comme objet du droit. La digitalisation de l'entreprise avait conduit à protéger ceux dont les données numériques étaient collectées, conservées ou traitées. L'Union européenne avait donc pris l'initiative de la défense des droits de ceux dont les données personnelles étaient utilisées. C'est ainsi que le règlement général sur la protection des données a été adopté. Même si ce règlement général sur la protection des données est évidemment applicable à toutes les données, y compris les données qui n'ont pas été collectées ou traitées numériquement, il est apparu dans un premier temps comme un règlement destiné aux entreprises du numérique avant d'être effectif pour l'ensemble des entreprises. De ce point de vue, les modalités de l'entrée en vigueur du RGPD, sa mise en œuvre par les autorités administratives compétentes, en particulier par la CNIL en France, a révélé une transition vers la reconnaissance de droits pour ceux dont les données sont collectées ou utilisées. Le RGPD a inauguré ce paradigme de la gouvernance de la conformité. Bien qu'antérieur à l'essor de l'IA générative, il en a posé les principes structurants, licéité, loyauté, transparence, minimisation, responsabilité et contrôle humain. De nombreuses dispositions du RGPD consacrent une obligation de conformité. Les entreprises sont très largement sollicitées pour respecter la réglementation, mais aussi la faire respecter. Par exemple, une obligation existe pour les entreprises de s'assurer que leurs sous-traitants ou que leurs partenaires respectent les obligations issues de ce règlement. Pour ce qui concerne l'intelligence artificielle, l'article 22 du règlement me semble un bon exemple de cette évolution. Il permet de mesurer l'influence de la dimension humaine de cette conformité. L'article 22 du règlement permet en particulier à toute personne de s'opposer en principe à l'adoption de décisions fondées exclusivement sur un traitement automatique. Dans l'affaire Choufa Holding AG,
de 2023, la Cour de justice a jugé qu'une notation algorithmique de crédit constitue une décision automatisée si elle détermine l'accès à un service. Si vous voulez un crédit, vous pouvez exiger qu'un être humain accepte ou refuse ce crédit. Cette lecture impose donc une intervention humaine significative dans tout process décisionnel automatisé. Comme l'avait analysé ma collègue Olivia Tambou, cette décision manifeste une, je cite, densification du contrôle de proportionnalité algorithmique. On voit donc que l'obligation de conformité impose un contrôle humain et l'utilisation automatisée de la donnée, y compris le traitement de cette donnée, ne peut pas résulter exclusivement de l'intelligence artificielle lorsque l'homme le demande. Le droit espère donc le droit espère donc faire gagner l'homme dans sa rivalité avec la machine. La deuxième transition de la révolution numérique qui découle de l'utilisation de l'intelligence artificielle n'est pas de même nature. L'IA a un impact rapide et très important sur l'entreprise. Il est alors apparu qu'une simple adaptation du droit n'était pas suffisante. L'IA a peut-être même conduit à un renouveau du droit économique tel qu'il va au-delà de la transition, ce qui pose la question d'une révolution du droit économique par la régulation, le passage de la régulation à la conformité. L'intelligence artificielle a donc conduit à un renouvellement du droit économique. Il était à l'origine conçu comme un droit de régulation. Il est aujourd'hui devenu un droit de la conformité. Ce passage de la régulation à la conformité est probablement révélateur d'une véritable révolution. Les principes fondamentaux de la régulation économique se sont définis, eux, bien sûr, en dehors de l'intelligence artificielle. Le droit de l'intelligence artificielle s'est construit en Europe autour d'une idée maîtresse, faire de la régulation un instrument de la confiance. Le droit économique moderne se fondait sur la régulation. Le droit de l'IA lui a ajouté la référence à la conformité. D'abord, donc, la transition vers l'IA a conduit à transformer la régulation en obligation de conformité. Cette évolution s'est faite en deux temps. Le règlement général sur la protection des données a consacré une obligation de conformité toujours en vigueur et le règlement sur l'IA a développé cette obligation de conformité pour de nouveaux acteurs. Le règlement 2024-1689, l'IA Act, a prolongé cette logique. Adopté le 13 juin 2024, il classe les systèmes d'intelligence artificielle selon le niveau de risque. Pratiques interdites, système à haut risque, système à risque limité et modèle à usage général. L'entreprise doit démontrer en permanence la conformité, documenter la conception et prouver la traçabilité. Le droit est donc devenu un outil de gouvernance interne. La doctrine a parlé du passage du contrôle vers la conception. L'Union européenne, érige ainsi un principe d'accountability. Chaque acteur de la chaîne algorithmique, concepteur, distributeur, utilisateur, va devoir prouver sa conformité. Le droit est donc devenu dynamique, il s'inscrit dans la temporalité technologique. La mise en œuvre des principes juridiques s'opère désormais par la création de structures internes de gouvernance, comités éthiques, responsables de conformité, auditeurs des algorithmes. La référence à des normalisations conduit à amplifier ce phénomène. Et c'est ainsi que, comme l'avait résumé Mireille Delmas-Marty, aujourd'hui, le droit cesse d'être un commandement pour devenir un langage de coordination entre des rationalités différentes. Le droit devient un système réflexif capable de s'adapter à l'innovation sans renoncer à ses valeurs. Cette gouvernance, qui est nouvelle, va s'étendre aux transferts internationaux de données. Depuis l'arrêt Schrems 2 du 16 juillet 2020, la Cour de justice exige que le transfert de données hors dehors de l'Union européenne ne puisse être licite que si le niveau de protection reconnu en dehors de l'Union européenne est équivalent à celui de l'Union européenne. Cette
jurisprudence a été mise en œuvre dans une décision d'adéquation en 2023-1795 relative aux relations entre les États-Unis et l'Union européenne. C'est European Union United States Data Privacy Framework. Et cette décision d'adéquation tente de rétablir une continuité en offrant des recours effectifs aux citoyens européens. On a parlé à ce sujet d'une diplomatie normative et la doctrine, encore Olivier Tambou, a souligné la transformation du droit européen en vecteur de souveraineté partagée. Alors maintenant, que contient cette obligation de conformité? À quoi faut-il être conforme? Il me semble que le premier élément de la réponse, c'est que l'obligation de conformité conduit à une conformité aux droits de l'homme et à une forme d'éthique de la vérité, mais que ça ne s'arrête pas là et que cette obligation de conformité conduit aussi à une nouvelle responsabilité de l'entreprise. D'abord, la conformité est une conformité vers une nouvelle éthique numérique qui relève de la défense des droits de l'homme et d'une forme d'éthique de la vérité. Le Conseil de l'Europe, fidèle à sa vocation de protecteur des droits de l'homme, a adopté la Convention cadre sur l'intelligence artificielle, les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit, Convention numéro 225, ouverte à la signature le 5 septembre 2024. Et l'article 3 de cette convention impose aux États de garantir la compatibilité de tout système d'intelligence artificielle avec la Convention européenne des droits de l'homme et les valeurs démocratiques, notamment par des évaluations d'impact fondées sur les droits fondamentaux. Elle incarne la régulation fondée sur la dignité, la liberté et la non-discrimination. Autrement dit, sur l'axiologie des droits fondamentaux plutôt que sur la seule logique économique. Pour Étienne Patot, cette articulation entre la régulation et le marché intérieur et la protection des droits du Conseil de l'Europe consacre l'émergence d'un pluralisme ordonné où les niveaux normatifs se complètent sans se concurrencer. L'Europe est donc devenue un laboratoire d'intégration normative. Le pluralisme juridique y est mis au service d'une responsabilité partagée. Il n'y a pas que l'Europe, la soft law internationale a contribué à ce modèle. D'une part, les principes de l'OCDE sur l'intelligence artificielle de 2019 et d'autre part, la recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle de l'UNESCO de 2021 ont contribué à ce phénomène. Bien que dépourvus d'effets contraignants, ces instruments façonnent la culture juridique mondiale de l'intelligence artificielle. Ils préfigurent un droit coutumier de la responsabilité algorithmique. La question de la responsabilité en matière d'intelligence artificielle complète le fond de ce droit. Elle est une question à la fois essentielle et difficile du droit de l'intelligence artificielle. Les chaînes algorithmiques impliquent une pluralité d'acteurs, concepteurs, intégrateurs, utilisateurs, et la doctrine a, à leur sujet, évoqué une responsabilité fonctionnelle, c'est-à-dire attribuée en fonction du rôle exercé par chacun dans la chaîne de valeur. Cette approche permet d'éviter l'impunité qui produirait une forme de dilution de la causalité. La jurisprudence administrative française a d'ailleurs consacré cette logique. D'abord, dans l'affaire Société Doctolib, le Conseil d'État, le 8 février 2024, a jugé que le responsable du traitement reste garant de la conformité de ses sous-traitants, même lorsqu'ils sont situés en dehors de l'Union européenne. La responsabilité devient ainsi horizontale, elle repose sur la capacité de contrôler et la supervision et non sur la faute personnelle. Le principe d'accountability, déjà au cœur du RGPD, se généralise à l'ensemble du droit économique. L'entreprise doit donc démontrer qu'elle a prévu, évalué et maîtrisé les risques liés à ces systèmes d'intelligence artificielle. Cette logique transforme donc le droit de la faute en droit de la preuve de la prévention. Il ne faut pas en minimiser les conséquences. L'entreprise qui ne vérifierait pas la conformité de sa chaîne d'intelligence artificielle engagerait évidemment sa responsabilité. La doctrine a parfois traité de cette question en parlant d'une forme d'humanisme procédural. Pour le juriste, l'intelligence artificielle doit être encadrée par l'intervention humaine pour préserver l'éthique de la liberté
Et pour lutter contre les biais, elle est donc à la fois une éthique de la liberté et une éthique de la vérité. Ma conclusion est que, Charon, tu peux te rassurer à la fois Aristote et les stoïciens et même tous les autres, à l'heure de l'intelligence artificielle, l'homme est toujours dans une recherche éthique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette intervention dense, très dense, qui soulève au moins une question, hein. Je vais la poser avant de faire circuler un tout petit peu la parole. On va donner la parole à nos participants. Le fait d'envisager une éthique de la vérité à l'heure de la post-vérité et du fake, tout azimut, me semble un impératif, un horizon de sens aussi impératif que difficile. Et aussi impératif que difficile. Voilà, la remarque m'a inspiré ta remarquable contribution. Cela étant dit, est-ce qu'on peut donner la parole à la salle, aux autres speakers pour commenter, questionner ce qui vient d'être dit? J'ai levé la main, Jean-Louis. C'est juste pour préciser que nous avons à tous nos intervenants qu'il y a une interprétation simultanée voilà, je vous demande vraiment d'y penser. Je remercie Nicolas d'avoir parlé très clairement. Il faut penser aux interprètes qui ont parfois plus de difficultés à traduire des concepts que des phrases. Donc, voilà, je souhaiterais que qu'on maintienne cela. Maintenant, je laisse la parole car je n'ai pas de commentaires à faire sur l'éthique de la vérité. Il n'y a pas de questions, ou si les questions surgiront plus tard, sans plus tarder, on donne la parole au deuxième Je veux bien conférencier. répondre, je veux bien répondre à ton observation, Jean-Louis, Ouais, ouais. et pour te dire que je suis complètement d'accord avec le risque que ça représente et avec l'enjeu qui est derrière. Je crois que tu as évidemment complètement raison. Mais ce qui me semble très intéressant, et ça répond aussi à la remarque de Claude en réalité sur le fond, c'est que enfin, moi, ma mère faisait de l'interprétation simultanée. Elle m'a expliqué combien c'était fatigant de faire l'interprétation simultanée. Alors, je me sens d'autant plus coupable de parler trop vite, mais justement, c'est très révélateur qu'on a besoin de l'humain et que la solution, c'est pas de décider de remplacer l'humain par l'intelligence artificielle ou l'intelligence artificielle par l'humain, c'est juste que la recherche de la vérité, c'est une opération fondamentalement humaine et que ça n'exclut pas d'utiliser des outils pour le faire. Mais bien sûr, il y a un enjeu et qui est un enjeu important. Ouais, merci beaucoup de la précision, elle est importante, elle est décisive même. Daniel Wisniewski, si vous voulez bien poursuivre notre Ready, dialogue, c'est avec plaisir qu'on vous donne la parole. ready to go. Thank you very much. Thank you very much, Nicolas, as well, for introducing all those legal aspects and I think to some degree also policy aspects related to artificial intelligence. I allow myself to share with you a little bit of a presentation just to guide my thinking. And to be honest, Nicolas has just raised the level of this conference to such a degree. Speaking about everything that has been happening in the Council of Europe on the one hand, as well as the AI Act at the European Union level, all the legal cases that already have created some kind of legal background already concerning the artificial intelligence. My job in this presentation really is to show you how, or maybe ask multiple questions about how this artificial intelligence and all the other transitions that are actually taking place in the world have been affecting the higher education sector. Because the thing is that we indeed live in the very interesting times of continuous and ongoing transitions. Our universities, our higher education institutions
are going through a tremendous change. And I will try to just show you what is the element of the artificial intelligence in that process. A few things about myself. I work for the European Federation of Education Employers, where we represent ministries of education, local governments, those institutions that negotiate with teacher trade unions, their working conditions. So the two themes that we are very much into or very much focused on is about leadership, is about management, is about systemic leadership of education systems. And the same, I also am the coordinator of the Educational Leadership Network Europe, which is a very large network that has recently designed a kind of a interesting a pan-European definition of collaborative leadership in the education sector. So my view, and let's say my main contribution during this conference, will be to see the recent trends. The trends in the education sector from the management point of view, So what I will try to guide you through are those transitions, those changes that our sector, the higher education sector, has been going through. We live in a world that is called VUCA. There's many people that refer to that term, trying to say that we live in a kind of times where are volatile, uncertain, complex, and ambiguous. And there's an entire discussion, what is the truth? What is really where the truth is? What is, in fact, we are bombarded with amounts of information. And everything is sort of became relative. And we have an entire philosophical debates again, what's the truth and what's not. And it's all about media literacy, it's all about artificial intelligence, and it's all about truth. But over the last just 5-6 years, we lived through the times of continuous change. The first change I want to just kind of put it on here on the speech is related to COVID-19. COVID-19 actually changed the way we think about education. It forced our education sector to get out of the classroom. And it actually happened both on a school level as well as university level. And university level, actually, we actually started to think that we can redesign the job itself and redesign the universities themselves. And I will try to show you how artificial intelligence later on has contributed to intensify those processes. We currently live in a world of geopolitical shifts. The war in Ukraine is just an example of that. But we are currently going to be living in a world that is multipolar. The unipolar moment is over. And that's something that even the President of the Republic just mentioned a few years back, that this is going to also have an effect on the way we do higher education. Well, it will have an effect on what kind of students we will be able to admit to our institutions. We, of course, are living through the times of population decline, especially in the so-called global north. And that will bring up a question of where shall our universities and higher education institutions be located? Do we keep them in our global north, or we have to look into organizing campuses and building new institutions in the developing south? That will be a question that most of us, just for the sake of corporate vitality, will be faced with in the very close future. And finally, it's something that we didn't expect, did we? The artificial intelligence is here. The artificial intelligence is here that actually reshapes the learning process and the teaching process and even the management process. And I will try to focus on that, just to say a few words about how management of higher education institutions have changed or will change or may change because of the existence of artificial intelligence. A few things about the general trends. We have the emergence of international networks of higher education institutions. And they were there before, but they were not there to such a degree as it is today. We have multinational campuses. We have American English universities having campuses in Dubai, in Singapore, in China. We have all kinds of situations like this. COVID has also showed us that location can be that we can actually teach from wherever. There's more and more professors and teachers, academic teachers, that will be teaching you from a particular place
and they would never visit their university. That is something, and it actually also forced us to kind of reconsider what our campus is. Is it an asset or is it a liability right now? There's an online platform-driven learning process. We have more and more online platform-based learning. We have new markets with very fierce competition. We have new entrants in higher education, which are online platforms selling knowledge and also selling diplomas. You can go to Coursera and you can actually get an MBA from a respectful institution doing it fully online. And you have new institutions that will be challenging our very own monopoly on signaling skills. So we are no longer going to be, the higher education institutions, the only institutions that can give master degrees, bachelor degrees, PhDs, and so on. There will be, now young people have a choice. They can go for certain skill sets, for micro-credentials, to kind of signal their skills for the labor market. And that is another trend we see. Finally, I wanted to mention about Uberization. Uberization is sort of, we are outsourcing more and more teaching at higher education. There's less and less tenured professors. There's less and less professors that do teaching and research at the same time. And there's more and more divergence into either teaching or research. And that is also happening in our higher education sector. I wanted to say a few words about how we can use artificial intelligence in management. To some degree, some of those elements are already being employed and used across higher education institutions. Others are simply a song of the future, but we will have to keep an eye on that, how this will actually evolve. The few things about this, the admission and enrollment management, we can cut costs. We can start using AI filters to kind of choose the best students vis-a-vis the requirements that we have. We can have predictive analytics. We can use a chatbot for admission questions that students can use. We can create personalized communication, and that's already happening. Of course, there's a big bias, and I think Nicolas has mentioned that also in his talk. There's lots of ethical questions related to that, because of course there will be a certain algorithmic bias to this. And there is a question about the transparency in the decision making. Ultimately, admission to university is a life-changing decision for many young people. Therefore, if we just will be delegating that to the artificial intelligence, that can have a real impact on their very lives. There is a question about student support and advising. We could create AI advisors for the students to personalize their process. There's, of course, there is, however, a risk of over-reliance on it. If we would go into cutting costs in order to increase our margin of profit as higher education institutions, we can actually dilute our very mission on the one hand, and we can dilute the quality of education we want to provide. Then there's, of course, question about timetable and resource allocation. We can create course schedules. This already exists. We have platforms that students can have an access to on a daily basis. We have scheduling for both students and teachers to help us to navigate through this very full of information world. Back office operation, again, robotic process automation. We can handle data entry, document verification, payroll, management, and so on. Again, the question is, what happens with this data? Do we have to outsource it to a provider of the software? And that's a question of software sovereignty as well. Most of these softwares will be American driven. They will be based on the American cloud. What and how can we really make sure that our institutions here in Europe can actually have some kind of independent systems that would not depend on American friends? Finance and payroll, AI can assist budgeting, forecasting, fraud. It can automate invoicing. We already are using these tools. It's nothing particularly special. But of course, the question is,
what do we do with all this sensitive data? And again, the question, who owns that data, who controls that data, and who stores it? That's a question which here in Brussels we have a lot of debate about, especially recently about what is called AI and cloud, especially cloud sovereignty. Yeah. Now, campus security, facility management, again, surveillance, monitoring, and stuff like this. But on the other hand, to what extent can we see everything? What kind of monitoring can we use? And who controls that? So these are the same questions. These are useful applications, but at the same time, how ethical is this? To what extent we can do that? And finally, data-driven decision-making. That is, I think, the most controversial issue here. Because as I said that already at the beginning concerning admission, to what extent we can outsource certain decision-making about grading, assessment of students towards an artificial intelligence and a logarithm-based intelligence. Can we really do that? To what extent is ethical? And these are questions which we will be faced with, or we are already being faced with in our everyday basis. The AI will also have a significant, and is already having a significant impact on teaching, on academic teaching as such, and research. To some degree, again, this new technology, it has multiple useful applications, and it can somehow help the teachers, both in order to create adaptive learning pathways for students, platforms, allowing them to have access to all this information, data, recording of classes, assessments, and so on the daily basis. So you have a 24/7 access to the platform of knowledge. And of course, this also gives us, as managers, an ability to create online campuses and allow us also to attract students from outside of our countries, which, by the way, is something that we will have to look at. It will allow us to create a tailored set of exercises. We can create tailored exercises in accordance to students' abilities as well. Then, of course, they can be over-dependent. The students can be over-dependent on automated guidance. Data-driven personalization may also limit exposure to challenging material, and that might even lead to an overall lowering down of certain standards in terms of the academic performance. Assisted teaching. I think that many of the teachers, especially those younger teachers, are already looking into or preparing their research or classes or slides using artificial intelligence tools. It makes it faster, it's easier, and it's different than what once was. When I started my career as a teacher, I needed to go to the library, or I was even looking into online articles. I was buying access to all kinds of online journals, databases, in order for me to do research. Today, of course, a lot of this can be done using AI. Things, lecture slides, quizzes, assignments, things like that. It makes it very easy. But is it good? Is it a good quality? Is it a good solution? That's a question that I want to leave you with as well. Intelligent tutoring and virtual assistants. That is something that is very much right now taking place, especially in language learning. You can see all kinds of AI-assisted, AI-created avatars, which are there in order to help you to learn a language. You can see that on YouTube, for instance. We have all kinds of advertisements about it. You would have an AI teacher teaching your English language, trying to help you with that. And again, is that a good solution? For now, on the current level of basic AI, maybe not very high level, but in the future, it might actually be a useful tool. The question is, to what extent we can actually, one of the negative points here is concerning, again, ethics. To what extent we can replace human mentorship with AI-driven avatars, especially when it comes to language. To what extent we can also limit
the interaction with the instructors. Is that something that we will look into? Because again, we will be looking as managers to maximize profit. But isn't it that also a risk for us to sort of dilute the mission of higher education institutions? Learning materials. Again, we can create simulations, virtual labs. For vocational training, for instance, there is a lot of use right now of virtual reality in vocational training. If you're a plumber or if you want to be a cook, you can use a virtual reality glasses, which will bring you up sort of to an actual working place. And there's lots of professional education sector institutions, vocational training institutions that are using virtual reality for that sake. So in order to enrich the learning experience. So again, they are good, positive applications of ICT and artificial intelligence. They can help you to make the class more attractive instead of just having very basic slides and you telling a story. You can make it more interactive. Yes. The question is again, what do we do with this data? Where do we store it? And so on, so on. What's the quality of it as well? The future as well is concerning the research. Many researchers are looking into already artificial intelligence for basic research, for basic drafting, and so on, so on. There's multiple applications on AI, even in mathematics, even in logical problems that researchers can use in order to speed up their calculations. The thing is, again, we can use that to some degree, and it will transform the job of an academic, or it's already transforming the job of an academic as a teacher and as a researcher as well. And the question, of course, is to what extent there's a question of assessment, of course, because we will have to change the way we assess our students. Our old ways of doing, and I mean, everybody who is an academic teacher knows that already. If our old ways of doing, like essays, like reports, can be easily produced using artificial intelligence in its most basic forms, which are currently available on the market, like DeepSeek, like ChatGPT, and so on. So how can we really apply this to change that? And these are my final comments because I'm sure that I am already over time. So just wanted to my final comments. This is the light that is broken via prism. I was looking for some kind of metaphor of showing what's happening and what is happening because of those transformations in higher education sector. And what I can conclude with is that there will be, and there is already, a growing differentiation of higher education institutions. There will be higher education institutions specializing in signaling skills, creating diplomas, making micro-credentials, helping people to get their first job. There will also be institutions that will be focused on research. And each institution will have to find its own light, its own color, its own mixture of this in order to create its unique value proposition. Each institution will have to then see to what extent we want to go into platform learning, online provision, teaching, online teaching, research, and so on. We will have to create a mixture for ourselves in order to make sure that we are corporately valid, and yet we have that unique value proposition for the group of the students we want to acquire. Thank you very much for that. If you have any questions, please stay in touch. And if you have any questions, I'm very happy to answer. Thank you, Daniel. Thank you, Daniel. That was really interesting. Jean-Louis, I give you back the floor. Jean-Louis, je te donne la parole. Okay. Well, I would like to ask one question to Daniel. According to you,
what's the difference between transition and transformation? Well, to be honest, I would so. To be honest, in the English language, for me, that's very pretty much similar, isn't that? I'm not sure how you're trying to frame that question. How do you understand it yourself? I think that En fait, what was suggested is transition, it just to smooth, to just to shift smoothly, and transformation, there is a kind of rupture and Yeah. you shift. So I think in the English language you have the word of disruption. Yes. And I think what I try to show throughout this very little talk is that we've been living, the last 5 years have been the years of disruption, especially in higher education institutions. Because in the school level, COVID did not change the school or the basic schools or the general schools for children to such a degree, simply because schools have the advantage of also providing care for children. Whereas universities, we are dealing here with adults. And therefore, the impact of artificial intelligence, of the recent transitions, disruptions, have been much stronger on higher education institutions than on any other level of education. And this is something I try to show throughout this talk. thanks a lot. Merci beaucoup. Et donc, s'il n'y a pas y a-t-il d'autres questions? J'en vois pas dans le chat. J'en vois Maybe I pas non would plus. ask a question to Daniel. Daniel, regarding the disruption, don't you feel or think, I think you feel it's feeling that the universities and higher education institutions are now focusing more on values than on technical skills, because they know that you can get all the technical information with AI, but regarding values, you can't get values Okay. with AI. What do you think about that? Yes, I think values, I mean, especially value education right now is something that we need to come back to. And over the recent decades, we've been indeed very much into all kinds of technicalities. I feel also to some degree, and I see that especially on the school level, really, we have been very much into digitalization, and we felt that digitalization is sort of a holy grail of the entire education sector. We felt that we need to expose children to all kinds of digital tools in order for them to be prepared for the future. The question is, do we really need to? In order for you to be able to manage digital skills and to manage digital tools, most importantly, you need to be based on the most basic values of every person. You need to be disciplined, you need to be working hard, you need to be able to be ethical, and so on and so on. So these are the most basic things we need to teach them. We need to teach them how to manage your time, how to manage your projects, how to manage people, what kind of people you have around you, how to live in solidarity with those. And if you have these skills, then whenever you will be exposed to digital transitions, digital tools of all kinds, of even artificial intelligence, you will be ready, because you will be ready to lead it. You will not be led by it. And the thing is, and I don't know, maybe it's just my personal view, but I have a big worry that with the emergence of digital tools used as candy in an unsuccessful, not useful way, as a kind of a wasting time digital tools, when we are checking our Netflix, our Instagram, our TikTok, social media, it's actually harmful to us. And it's really harmful to students and children and young people. So looking into this, in order for them to actually be able to live in this digital world, we need to come back to this, let's say, education on ethics, on most basic ethics, and most basic values. If you are a fully developed, formed human person, you will be able
to live in this highly digitalized world. But if not, you actually might be threatened with being part of this world, but not as a leader, but rather as a follower of those digital tools. And that's a worry we all will face, or we are already facing in the education sector. Well, we take the last question from Ruxandra, who is working for the Fede. As I academic. read the question. Thank you, Daniel, for this great presentation. With all this rapid transition, are we truly keeping the human at the center, and how can collaborative leadership can help? It's a million euro question, but I think I partially answered this in my previous intervention. It's very important that we understand education as a place, as a means of forming fully developed human beings with all their strengths and weaknesses, with all their basic values, like again, discipline, like rigor, like striving for the better, like living in solidarity, like living in community. These are the most basic values which we need to be able to promote throughout the education sector. And only then, when children and young people have this very strong value-based system at the centers of their lives, they can then be exposed to digital tools. I give you an example, maybe on a policy level, where Denmark, for instance, was a country where they actually had put children on screens 5 days a week. And after a couple of years, they limited it to 1-2 days a week, simply because they saw that it has a negative impact. Because we can use digital tools for learning. The thing is that 95% of our use of screens and digital tools is not for learning. It's actually like little candy, or is actually used for children, like a pacifier. You know, if you have a small child, you will know what it is. Like if you want your child to be quiet, you just give them a tablet and they will be quiet. But that is not the proper use of digital tools. So the basic understanding of this, the basic aim of education remains the same. We want to create a fully developed, fully fledged persons, human beings, with basic values at the center of their development and of their formation in every aspect of our humanhood, let's say. And then, yes, digital tools can be there and AI can be there as a tool, but without these values, without this basic education, we are threatened to become followers of those digital tools. Thank you, Daniel. And I think you made a big transition with Professor Franck Jamet. Et je vais repasser la parole à Jean-Louis. Excuse-moi, Jean-Louis, j'ai vu que tu étais un peu occupé à droite. Et Franck, je crois que la suite sera... Daniel a donné une parfaite transition puisqu'il a parlé des valeurs et de la relation à l'être humain. Et ça va être, je crois, l'objet de ta présentation sur les aspects psychologiques. Tout à fait. Oui. Bien. Alors, voilà, je partage mon écran. Alors, la focale de mon propos portera sur une dimension de la psychologie que sont, ou plutôt qu'est la psychologie cognitive. Moi, je suis un spécialiste, vous voyez, des apprentissages. Alors, le plan de mon intervention, je débuterai par quelques propos liminaires. Ensuite, je m'intéresserai très rapidement à comment fonctionne l'IA. Et puis après, je me focaliserai sur 3 caractéristiques des réponses de l'IA pour ensuite faire un lien avec les biais cognitifs. Je terminerai par brosser quelques limites toujours dans ce cadre-là et je conclurai mon propos. Alors, quelques remarques
liminaire, donc 56% des 18-34 ans utilisent énormément ChatGPT ou autres outils de cet ordre. C'est 1 milliard de requêtes par jour. Et lorsqu'on s'engage dans une session, eh bien, on y passe, ce qui est quand même tout à fait important, 13 minutes 58. Voilà, quelques données. Alors, quand on regarde sur ce qui se passe à la fois en Europe et aux États-Unis chez les 14-18 ans par rapport aux apprentissages, eh bien, on a 80% des élèves qui déclarent avoir utilisé ChatGPT pour faire leurs devoirs. 38% ne l'indiquent pas à l'enseignant. Je rappelle que ça, c'est des données qui sont issues d'une collecte américaine. Donc, je pars du principe qu'en Europe, on n'est absolument pas touché par le fait que si on utilise ChatGPT pour faire ses devoirs, eh bien, on le signale, bien entendu, à l'enseignant. Alors, comment va fonctionner l'IA de manière très simple? Alors, lorsqu'on va faire une requête sur un outil de cette nature, eh bien, donc, cette requête va se traduire par des mots, par des images, en d'autres termes, du texte, hein. Et alors, ce qui est important d'intégrer, c'est que par rapport à la question, eh bien, la proposition que nous fait ChatGPT, eh bien, ce sont des prédictions, hein. Et la prédiction qui est formulée, qui est proposée, eh bien celle qui est la plus probable. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête. Et la contrainte que se donne l'outil, eh bien, c'est que la fourniture de la réponse, elle se fasse le plus directement possible et le plus efficacement possible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une prédiction donc la plus probable? Alors, ça mérite qu'on examine l'affaire. Donc, c'est bien entendu la plus probable sur la base de l'ensemble des possibles, hein. Alors, c'est possible, quels sont-ils? Eh bien, c'est l'Internet, c'est tous les outils Microsoft, Google, mais c'est également des données sous licence validées par les humains, hein. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que sur toutes ces données, eh bien, on a tout, hein. On a à la fois du pertinent et on a à la fois du non pertinent. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Fournir une réponse le plus directement possible et le plus efficacement possible. Alors, le premier élément, et ça fascine à chaque fois les utilisateurs, c'est la rapidité de la réponse. La réponse, elle est quasiment immédiate, hein. Et le deuxième élément, eh bien, c'est que ces outils sont bien élevés et les réponses nous sont fournies avec aimabilité. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important et qui n'est pas étonnant, hein, dans la mesure où on cherche à simuler le fonctionnement d'une interaction humaine et on est sensible dans les interactions humaines à ces deux caractéristiques-là. Alors, comment l'enseignement fonctionne, hein? Alors, je vais être très rapide. Alors, bon, l'enseignant, il a une posture pédagogique, il a une connaissance de l'élève, il va solliciter des compétences, il va stimuler l'élève, il va essayer d'engager l'élève dans la tâche. Pour ça, il va mobiliser la curiosité, l'esprit critique, et également, il le conduira à se placer dans une position métacognitive, hein, pour examiner comment le résultat de ses recherches et le produit de sa réflexion, eh bien, par quel chemin elles sont passées, hein. Alors, si je compare avec des outils comme ChatGPT, alors ce qu'on peut retenir, c'est que ChatGPT ou une IA, il donne la réponse, hein. Il la donne très vite, comme je l'ai indiqué. Et alors que l'enseignant, ça on peut être sûr du coup, lui, il ne donne jamais la réponse. Voilà.
Donc, on a là, d'un côté, deux certitudes. C'est-à-dire que quand je suis utilisateur, j'ai le choix. Avec ChatGPT, j'aurai une réponse très vite. Avec l'enseignant, il falloir engager une longue négociation. Alors, je vais maintenant faire trois focales sur trois caractéristiques de la réponse que nous fournit des outils de cette nature. Hein. Alors, lorsque je fais une recherche sur ChatGPT, donc je suis sidéré, comme je l'ai indiqué, par la rapidité, et la rapidité, elle va avoir, pour la rapidité de la production de réponses, va avoir pour effet, eh bien, d'éliminer le doute. Et sur un plan cognitif, de ce fait, si je n'ai pas de doute, eh bien, l'information que je vais stocker sera une information de type connaissance, par opposition à une information qui serait de type croyance. Hein. Le fait qu'elle arrive, que je n'ai pas de doute sur l'information, eh bien, elle va avoir un poids particulier dans mon système cognitif. Alors, quand je fais une recherche sur ChatGPT, comme je l'indiquais, bah, il me répond là encore aimablement. Et ça fait partie, j'allais dire, des éléments qui vont aider et qui vont inciter, j'allais dire, à utiliser l'outil. Alors peut-être troisième caractéristique aussi de la réponse que nous fournit un outil comme ça, eh bien c'est qu'il nous propose de collaborer. Hein. Très souvent vous avez fait une série de prompts, vous avez une première réponse, et puis après, très gentiment, il vous dit, mais est-ce que je peux t'aider encore? Hein, voilà. Donc là encore, vous voyez, on va engager c'est un outil qui collabore, qui collabore avec l'humain. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on est extrêmement sensible dans les interactions humaines, de manière extrêmement tôt, hein, dès 3-4 ans, les enfants cherchent à collaborer lorsqu'il y a eu une interaction. Et donc, l'outil, eh bien, joue sur cet élément-là. Alors, je vais maintenant passer un petit troisième point sur mon propos, ça va être de m'intéresser aux biais cognitifs. Alors, les biais cognitifs, donc, ce sont des routines qui vont aider à résoudre des problèmes et qui vont nous aider à prendre des décisions. Hein, voilà. Donc, c'est des espèces de micro-programmes qu'on mobiliserait. Alors, ce qui est important, c'est que nous sommes tous sujets aux biais cognitifs. Moi, je travaille depuis une quinzaine d'années sur un certain nombre de biais cognitifs et je me surprends, même si je peux bien les expliquer, eh bien, je me surprends à y être également exposé. Et ce que l'on peut, quand on prend quand on prend la facette biais cognitif et qu'on regarde comment les IA sont conçus, eh bien, j'ai envie de dire, les IA s'appuient bien sur nos biais cognitifs, hein, de manière à nous rendre de grands services compte tenu de notre système. Donc, ça peut constituer une explication de l'attrait, hein, et éventuellement de la dépendance à certains outils. Hein. Alors, pourquoi ces biais sont une... alors, je vais peut-être oui, présenter un premier biais qui est important quand on utilise une IA. Eh bien, c'est la croyance en l'expertise de la personne. Hein. Ce que l'on a observé, c'est que le crédit donné à une information, il est extrêmement corrélé, extrêmement lié au crédit accordé à la personne. Hein. Donc, si vous avez un fort crédit, eh bien, les propos, les éléments que l'on tient, à ce moment-là, sont facilement adoptés. Ils sont très, très peu discutés. Hein. En revanche, si on a un faible crédit,
eh bien, la plupart du temps, l'information, elle sera rejetée du système cognitif. Hein. Alors, dans la vie de tous les jours, une des caractéristiques de l'expert, hein, quand on sollicite, quand on s'interroge sur un domaine et qu'on mobilise des experts, eh bien, une des caractéristiques de l'expert, eh bien, c'est de donner une réponse extrêmement rapidement. Il va donner une réponse qui est parfaite, enfin, qui est sûre, et il va donner une réponse sur un ton très affirmatif. Hein. Eh bien, quand on regarde ces trois caractéristiques-là, eh bien, c'est les trois caractéristiques que l'on peut facilement identifier quand on regarde les réponses que nous proposent les intelligences artificielles. Alors, en gros, la tendance, hein, que l'on va observer, eh bien, ça va être une surestimation, par exemple, de la qualité des réponses fournies par l'IA. Hein. Dans une expérience qui a été conduite auprès d'adultes, où les sujets devaient résoudre des problèmes, et sur un des problèmes, on leur disait, bah, voyez, la réponse, alors ils devaient choisir, on leur donnait des propositions de réponses et on leur indiquait que parmi l'ensemble de ces réponses, certaines avaient été formulées par une intelligence artificielle. Eh bien, des adultes dans une école de commerce, hein, c'est la population qui était ciblée, quand on a regardé après qualitativement ce qui se passait, eh bien, ils avaient beaucoup de mal à remettre en cause, à discuter le poids d'une proposition qui émanait d'un outil comme l'IA. Hein. Et donc là, on est sur ce biais cognitif. Alors après, on a un deuxième biais cognitif qui est extrêmement puissant, c'est le biais de statu quo, hein, qui est pourquoi changer? Voilà. Hein. Alors, ce biais de statu quo, hein, il va se traduire par le fait qu'on a des connaissances ou même des croyances, et surtout des connaissances et des croyances qui sont acquis auprès d'un expert. Eh bien, ces connaissances et croyances vont être extrêmement difficilement modifiables par le poids accordé, vous voyez, la valeur qu'on estime donner et la crédibilité que l'on donne à la réponse. Hein. Et ce que l'on a pu mettre en évidence, alors ça c'est des travaux qui sont tout à fait classiques, c'est que la révision des croyances, la révision des connaissances, un revenir sur une connaissance que vous avez acquise, eh bien, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un coût cognitif important. Hein. C'est-à-dire qu'il faut mettre beaucoup d'intensité cognitive pour pouvoir remettre en cause ses croyances. Alors, derrière ces biais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un système cognitif. Et notre système cognitif, il a une caractéristique, c'est qu'il doit gérer la pénurie. Et en d'autres termes, gérer la pénurie de capacités attentionnelles. Hein, c'est-à-dire qu'on a des possibilités attentionnelles réduites. Et donc, il faut qu'on fasse des choix. Faut qu'on fasse des choix. Donc, on a si je reprends la théorie des deux systèmes de Kahneman et de Tversky, hein, vous avez donc deux systèmes cognitifs qui opéreraient. Premier système est sain. Alors lui, il est intuitif, il est spontané, il est émotionnel, il est non contrôlable, totalement automatisé. Hein. Néglige les ambiguïtés, il est plaisant et il est surtout rapide. Hein. Voilà. Ce système fonctionne dans un grand nombre de cas et ça marche, mais il peut être défaillant. Et puis alors après, vous allez avoir un deuxième système, alors qui lui est plus logique, qui nécessite une forte concentration, beaucoup de capacité attentionnelle. C'est un système qui est conscient, mais qui est beaucoup plus lent, hein, qui sera bien entendu contrôlé. Alors lui, quand on le mobilise, il est efficace. Le problème, c'est qu'il faut que l'on passe de l'un à l'autre, sachant qu'un grand nombre
notre système cognitif va nous amener à chercher à automatiser un maximum de réponses, de conduites, de comportements. Et donc, on va mobiliser plutôt le système 1 parce qu'il est moins coûteux. Grosso modo, l'humanité, c'est essentiellement une grosse feignasse. Hein, voilà. On cherche, on évite, vous voyez, de mobiliser trop de comptes. Alors, lorsqu'on est face à un problème, eh bien, il va falloir qu'on fasse des choix. Et là, bah, le choix, c'est simple, c'est soit je mobilise S1, réponse rapide, avec des risques, mais grosso modo, réponse rapide, soit je mobilise S2, système beaucoup plus consommateur de capacité attentionnelle. Alors, il faut que je me prenne la tête, et puis il faut surtout que je transpire avec. Voilà. Alors, c'est le choix dans lequel on se trouve. La réponse rapide, c'est ce qui serait quand même le plus sympa. Et ça tombe bien, c'est pile poil l'outil utilisé. Alors, quelques limites. Quelques limites. Alors, l'idée voilà, si on utilise continuellement euh, l'IA, bah, le premier élément, le risque que l'on a, c'est qu'on va court-circuiter l'effort cognitif de l'apprentissage. Là, à l'heure actuelle, lorsqu'on écoute des conférences, bah, on a un contexte, on va sélectionner de l'information, on va en rejeter, hein. On va mobiliser des connaissances, on va engrammer, stocker de l'information, on va rejeter des connaissances, on va relier des connaissances entre elles, on va en éloigner d'autres, hein. On va réorganiser des connaissances, on va se poser des questions, on va avoir quelques réponses peut-être, hein. Donc, le court-circuiter voilà, une partie de l'activité cognitive, c'est se couper de ce type de traitement, hein. Alors, ça a été évoqué, je passerai un peu plus vite sur la notion d'hallucination dans les IA. Alors, c'est en gros un terme pour qualifier des erreurs qui souvent sont élémentaires. Alors, d'où viennent-elles? Bah, elles viennent de l'entraînement, hein. Voilà. Donc, dans l'entraînement, si on travaille sur des LLM, hein, une IA qui produit du texte, pardon, excusez-moi, voilà, c'est bien quand c'est automatisé, mais voilà. Alors, le principe, hein, c'est on a à la base des textes à trous, hein, et puis on va faire une proposition, comme je l'indiquais tout à l'heure, hein, faire une proposition pour compléter les trous qu'il y a dans le texte. Et puis, alors, on est bien sûr dans un monde probabiliste à chaque fois, hein. Ça, c'est l'élément. Et donc, bah, des erreurs sont possibles, hein, dans un monde probable. Il n'y a pas que de la vérité, hein, bien entendu. Alors, quand on regarde ces textes, bah, on va avoir des textes pertinents, comme je le disais, des textes non pertinents, et on peut avoir des textes qui sont volontairement non pertinents. Ça, c'est un autre aspect de l'affaire. Alors, ChatGPT, une de ses qualités, c'est sa généralisation. Eh bien, quand il n'arrive plus à généraliser, stop, eh bien, il va inventer des faits, hein. Donc voilà pour un petit peu mettre quelques éléments. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir? La mission de ChatGPT, eh bien, c'est de donner une réponse probable, hein. Alors, quand on a en tête que c'est une réponse probable, il faut tout de suite avoir à l'esprit que ça se distingue d'une réponse qui est juste, hein. Le monde de ChatGPT, bah, c'est un monde où il n'y a pas de vrai, où il n'y a pas de faux. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est un point pour les utilisateurs à avoir présent à l'esprit. Alors, ça a été également évoqué, donc je vais aller un peu plus vite. C'est le troisième limite, c'est la question des stéréotypes, hein. Alors, bon, l'IA, on détecte des régularités, quelle que soit de leur nature, mais on s'intéresse également à la question de la culture, hein. Et donc, on va aller puiser dans les discussions avec les humains,
hein, pour alimenter justement l'apprentissage. Et puis on va être capable après de simuler la population. Au travers de cette méthodologie, bah, la limite, c'est qu'on va renforcer, amplifier les stéréotypes, et ce sera problématique pour les minorités. Alors en conclusion, eh bien, c'est effectivement un nouveau défi pour les apprentissages. Bien entendu, imaginez qu'on va interdire les outils de cette nature, bah, pour moi, la cause est perdue. Il faut davantage apprendre à s'en servir, développer la pensée critique et peut-être revenir sur une éloge de la lenteur. Eh bien, je voulais vous remercier. Merci beaucoup pour cette présentation que, pour ma part, j'ai trouvée aussi profonde que didactique et modeste. Alors, une remarque et une question. La remarque, elle porte sur le biais cognitif dit de crédit personnel. C'est l'histoire est arrivée, c'est l'histoire d'un professeur prestigieux à Paris 4 qui était adoré par ses élèves, adoré, adulé. Euh, C'était parole d'évangile. Un jour, il rentre dans l'amphi et il leur lit des textes de nature phénoménologique, c'est-à-dire très compliqués, mais c'était sa spécialité. Et les élèves écoutent ça, bouche bée, ils disent c'est magnifique. Le professeur était adoré, mondialement connu, enfin en tout cas. Et à la fin de l'exercice, il leur dit alors, les gars, ça vous a plu? Ah bah les gars, ils se lèvent. C'était extraordinaire, professeur, comme d'habitude. Et le professeur de dire, bah, je vous ai raconté que des conneries. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le biais cognitif de crédit minore en vous la capacité à l'impertinence et à l'esprit critique. Et l'impertinence et l'esprit critique, moi, me donne à penser l'amabilité de l'IA. Parce que l'amabilité de l'IA, on y est tous sensibles naturellement. Oh, quelle question intelligente, on a tous eu ça. Ah, quelle belle question. Mais plus on vous passe la crème, moins vous êtes en mesure d'être à distance de ce qui va vous être proposé, et moins vous allez être en mesure de vous déployer dans un chemin qui est souvent très fécond, qui est celui de l'impertinence. Je voudrais peut-être que tu nous dises un mot sur l'anecdote et sur l'absence d'impertinence de l'IA. Oui, alors bah, sur l'anecdote que tu racontes, bah, c'est voilà, tu mets en œuvre hein, voilà ce biais sur le fait que le crédit accordé à la personne, eh bien, se transfère au crédit accordé à la réponse. Euh, on le retrouve bah, durant la période Covid, on avait tous les spécialistes en médecine qui parlaient du Covid. Le gars, c'est un spécialiste des reins et il était capable de. Bon, voilà, c'est assez, assez étonnant. Mais voilà, on a eu donc. Ça fonctionne. Alors, c'est un élément, je pense, qui est à avoir en tête pour justement qu'on prenne ce recul. Mais après, de la même manière que voilà, travailler l'esprit critique, utiliser une IA, solliciter les étudiants pour mobiliser une série de prompts, voilà. Et puis au terme du produit fini, de leur dire bah, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que l'on pourrait rajouter, voilà. Je pense que de manière très pratique, moi, c'est des choses comme ça que l'on utilise nous dans notre domaine. Et puis, effectivement, après, euh, dans un, dans un autre domaine, voilà, l'éloge de la lenteur, parce que pour mobiliser des capacités, pour mobiliser son système 2, c'est réfléchir véritablement
peser, tester, reconsidérer les informations, il y a de l'éloge de la lenteur, mais je crois qu'aussi l'impertinence, c'est bien parce que voilà, ça remet en cause hein, le biais du crédit accordé à la personne. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'en ai une. J'en ai une, Oui. Jean-Louis. Je Oui. voudrais faire le lien entre l'intervention de Franck et l'intervention de Daniel sur la question du candy that you give to the child et la perte du sens de l'effort que tu as clairement souligné, Franck. Il est plus facile. De nombreux établissements d'enseignement supérieur se lancent dans la mise en avant de l'activité sportive pour redonner le goût de l'effort et aussi le goût de l'endurance. C'est-à-dire, ce n'est pas le travail du sprint qui est mis en avant, c'est les longs marathons. Et on le voit, c'est quelque chose d'assez planétaire. La question du marathon est devenue un sport très à la mode et un sport ou une activité sportive qui est mise en avant par des universités, des villes, un peu partout dans le monde. Est-ce euh, comment tu réagis sur cette question de l'effort et surtout de l'endurance? Alors, sur l'effort, sur le marathon ou une activité comme ça endurante, sur le marathon, quand on est très bon, c'est 2h30, hein, mais il faut être déjà là dans le top niveau, sinon on va courir 3 4 heures. Euh, Cognitivement, on ne fait pas que courir, hein. Quand on va faire le marathon ou quand on fait un effort comme ça, des courses en montagne, euh, eh bien, on va mobiliser son système 2. Voilà. Hein, c'est des moments de réflexion. Et dans le cadre moi, de mon équipe de recherche, mon collègue qui est quelqu'un qui fait beaucoup de montagnes et j'ai toujours très peur quand il revient d'une course parce qu'au niveau des projets de recherche, c'est très souvent là qu'il y a un élément important et on s'embarque à ce moment-là dans quelque chose qui va être tout à fait conséquent. Hein. Donc, je pense que effectivement, l'endurance, voilà, et puis après, peu importe oui, la nature de l'activité, hein, mais sur ces moments-là, on réfléchit, quand on fait de la marche, on réfléchit, et donc on mobilise à ce moment-là un autre système parce qu'on a le temps, hein, et l'éloge de la lenteur venait de là, on a le temps et donc à ce moment-là, notre système, voilà, il est dans de bonnes conditions pour se mobiliser. Merci. Do you want to add something on that, Daniel, or maybe Cornel, Farkas? No. You would have to repeat the question in English for me to. Okay, the question in English, when you look at what are doing universities and higher education institution and also cities, they enhance a new. Well, it's not a new activity. They try to enhance marathon. Mhm. And the marathon is you work on how do you say endurance in English, Nicolas? Persistence or Resistance, thank you. endurance. Also So they endurance. enhance resistance. Yes. So I was asking you if regarding the management of a university and higher education institution, you can feel a kind of reshaping the mindset of this resistance activity. Yes, well, I can tell you that one very positive development is that we can see that lots of young people are actually quite aware um, about building a certain balance between their virtual life and their real life within education as such. And I think that's even more important in early years and in general education, sort of basic education levels. It's very important that we indeed show this balance between real world
and all kinds of activities related to that, promoting also sport activities, promoting scout movements, promoting any kind of outdoor activities. And on the other hand, using digital tools rather as a again, focusing on the benefits of it for the sake of learning, but certainly not as candy or as, en français, le tout, something like you give for the children for them to just be quiet. You wouldn't like that. And the problem with, again, the problem with young people, yeah, at least this is what I think is that nobody has, or there's a lot of work still to do to foster that balance because it's very even addictive to be using digital tools, and we see that this kind of unproductive use of digital tools is actually dominant. Just last week, just to give you a kind of an outline of this, just last week I participated in another discussion on this topic that was hosted by University College of London. We had that discussion in London over there, and indeed, I was on a panel with experts from NHS, which is the National Health Service in the UK, and they were indeed indicating all kinds of negative impact on exposure of screens. Somehow also kind of being quite negative about edtechs, educational technologies. So what I said back then was, it is not the fault of education technologies that our children and young people are exposed to screens. They are used and they are exposed to screens for all kinds of activities that are not related to education. And so we need to build this very strong balance between using digital things for useful things, for educational purposes, and trying to limit any kind of exposure that is not at all useful or productive or beneficial for young people. And then, of course, sport activities and especially healthy lifestyle, healthy food and stuff like that is key because and it's also going to lead to the value question that you asked me, because ultimately this healthy lifestyle will also lead to most cardinal values like temperance, the fact that you can control yourself, control your own body, your own actions, and so on. So this is all interrelated, and I think that fortunate, and I see that very fortunate on a policy front, we start to get away from this digital for all approach, and we are going into more balanced picture of digital is useful, but is useful to certain degree and for certain things. In the past, and you can see that also in documents of European Commission was having this ambition that our continent has to be fully digitalized. And there's very positive things about this. But I think that there is more and more awareness in member states that we need to create a balanced picture. And one thing, I think, Nicolas, you're just going to take the floor now, but Nicolas mentioned that in the AI Act, which takes this risk-based approach. So they identify risks towards which AI produces. Education sector is on the highest possible risk, not to be replaced, but it has a negative impact on it. And so we need to be very, very careful with it, and indeed continue building policies that will foster this healthy balance. Thank you. Nicolas, tu veux prendre la parole? Oui, merci Claude. Une seconde, d'abord pour dire un énorme merci à Franck qui nous a permis de prendre le temps de rire sur cette question, et ça fait partie de l'apprentissage, et le plaisir du rire, ça fait partie des choses qui permettent de lutter contre les biais cognitifs. Un spécialiste du renseignement m'avait expliqué, si tu veux que ton interlocuteur te parle de façon sincère, commence par le faire rire, il aura beaucoup plus de mal à mentir. Et donc, merci de cet éclairage qui apporte beaucoup. Je voudrais juste vous donner un petit exemple
on avait fait une expérience de justice prédictive au Texas et on avait demandé à l'intelligence artificielle de rendre la justice à la place du juge texan. Et à un moment, l'intelligence artificielle a dit, ah, celui-là, c'est un noir, il vient de tel quartier, on lui reproche un vol, c'est très probablement vrai. Voilà l'expression typique du biais qui était décrite par Franck tout à l'heure. Je trouve que ça montre bien justement quelle est la portée entre ce qu'on doit maîtriser, ce qu'on ne doit pas maîtriser. Moi j'ai deux questions à vous poser, peut-être à Daniel et à Franck. La première, c'est est-ce que, au fond, à force de compiler des données, au fond, l'apprentissage de l'intelligence artificielle, il ne me paraît pas de même nature que l'apprentissage humain. C'est-à-dire que l'apport du chercheur, c'est justement l'apport impertinent, neuf, drôle, intéressant, parce qu'on a vu les choses de façon complètement décalée par rapport à d'habitude et justement, en général, complètement imprévisible. Est-ce que ça va exister encore ou est-ce que, au fond, ça va être dans la moulinette de l'intelligence artificielle? Et ma deuxième question, c'est, au fond, est-ce que on doit considérer que on va se contenter de l'intelligence artificielle ou est-ce qu'on va pouvoir lui apporter quelque chose de plus? Et si c'est le cas, pourquoi, Franck, désespères-tu déjà? Euh, alors, je veux bien commencer à répondre. Alors, alors moi, je suis pas un concepteur hein, d'IA, je suis un utilisateur dans le cadre des études que je conduis. Moi, je cherche à simuler le fonctionnement humain dans le champ plus large du raisonnement. Et donc, j'utilise, moi, des outils pour essayer de voir, bah tiens, quand on mobilise tel et tel élément, est-ce que bah, j'arrive à avoir quelque chose qui est assez proche du raisonnement humain, hein. Voilà, c'est un peu ce point. Alors, quand je vois ce qui s'offre de plus, enfin, on a quand même de plus en plus d'outils. Simuler des états émotionnels, c'est quelque chose maintenant qu'on sait parfaitement faire. On n'a plus de problème là-dessus. Alors, sur l'humour, je ne sais pas encore. Je ne sais pas, j'ai pas vu. Mais ce que je peux quand même constater, c'est que d'une part, bah, les IA commettent quand même de moins en moins d'erreurs, hein. C'est-à-dire qu'à force d'apprendre, on progresse. La difficulté reste encore sur les problèmes de stéréotypes, hein. J'étais il y a de ça quelques temps, l'année dernière, avec des collègues alors qui étaient des vrais informaticiens et qui étaient très heureux de pouvoir présenter des outils pour les DRH pour aider à la non-discrimination, hein. Et quand on les a interrogés un peu sur la base, sur les datas qu'ils utilisaient euh, bah justement pour travailler sur ça, bah, ils allaient taper sur YouTube. Sur YouTube, vous avez 90%, c'était des Caucasiens, quoi. Donc, si dans les datas, on n'est pas vigilant hein, sur ça, bah, effectivement, on peut vendre un très bon outil, mais voilà, il ne sera pas à la hauteur. Alors, les approches maintenant récentes, eh bien, montrent hein, que si les informaticiens se mettent bien à travailler, eh bien, on peut avoir ce qu'ils appellent dans le cadre d'une approche frugale, eh bien, ils peuvent constituer des outils, qui sont, qui vont être, de mon point de vue, d'ici quelques temps, encore de plus performants, de plus en plus performants. Je pense que la question de l'apprentissage chez les très jeunes, ça, c'est un véritable point. Quand on dispose des outils, nous, cognitifs, pour réaliser tel type de tâches, j'allais dire qu'on utilise une IA, bah, à ce moment-là, on gagne du temps et j'allais dire au contraire, ça nous permet de nous dégager de tâches à bas niveau et de se mettre davantage de temps sur un traitement beaucoup plus distancié, éventuellement de plus haut niveau. Euh, Peut-être chez des enfants, ça mérite, à mon avis, de revoir très sérieusement l'affaire. Voilà.
Merci, Franck. Do you mind, Daniel, if we give the floor now to Cornel Facas? Because I'm Of course, a bit worried we we are would very run out of Autorisation. time. we very patiently waiting. Cornel, and maybe I think Jean-Louis didn't shut off. And Teneo can switch off the mic of Jean-Louis. Teneo can switch off the mic of Jean-Louis because he's okay. Thank you. Thank you. So, Cornel, you're working as a trainer teacher, and you are implementing AI in the Avicenna Budapest College that is member of the Fede, and you already attended the General Assembly of the Fede in Budapest last year, and you had a very great information, and you already wrote a book about AI in education, and you are quite challenging governance with AI, and I think your works will really will be a kind of interest for Daniel. So now I give you the floor, Cornel. Exactly. Thank you very much for this nice introduction. Let me share my screen. Thank you for the opportunity. I hope you can see my full screen. screen? Can you put your slide full screen? We have it very small. It's okay now. Is it full screen now? Yeah. Yes, I think. All right. So AI strategy, institutional strategy, and pedagogical strategy. These are the three main concepts that I'm going to talk about today. And with the help of these three main concepts, I will be discussing a teacher-centered view on transforming classroom education. And by the end of the presentation, I hope it will be clear what I mean by this teacher-centered view on the transformation of classroom education. Let me give you some quick information about the structure of my talk. So I will have a quick introduction to share some basic ideas and guiding thoughts. Then I will talk about the three concepts together very quickly. And then I will talk about the three concepts and these three main questions separately. So why your school needs a good AI strategy, a good institutional strategy, and a good pedagogical strategy. And of course, I will draw some conclusions after that. So first of all, some basic ideas and guiding thoughts. The first truth, something that we know, is that AI in education is taking over. This is something we are all aware of, as we have heard in this event in different areas. We also know that teachers and students are active users of AI tools and technologies. This is also a fact. We know that this is happening on all levels of education, and soon this will happen in all contexts globally. So even if in some contexts this transition hasn't yet happened, we know that it will soon happen. So this is a major technological shift, just like the internet before, just like digital technologies. AI technologies will be everywhere in education as well. Some lies and some things that I do not agree with, and some people believe, for example, that classroom education is ruined by AI. I don't believe this is true. I think classrooms will always exist. We can talk about virtual classrooms, we can talk about physical classrooms, but I do believe that classroom education will always exist, or classroom is a place where students and teachers come together. Other misbelief is that teaching, assessment, homework, they don't work anymore. Well, some forms of teaching, some forms of assessment, some forms of homework, maybe they don't work anymore, but this doesn't mean that these concepts are obsolete. Of course they work. Some other misbeliefs is that students are not engaged anymore in schools and in classrooms and in learning processes. And another one is that teachers won't be needed in the future. They will be replaced by AI. I absolutely disagree. Actually, the main argument of this presentation is that teachers are always needed in creating classroom spaces and communities for meaningful learning. And here we can already see that the focus of education is shifting a bit. If we are talking about classroom education and what happens in classrooms, we can already see a shift in focus to forming communities for learning together, for meaningful learning. We will be discussing these concepts. But then based on this, the most important guiding thought for my discussion, my presentation, is that the most important asset for schools in the AI age are teachers.
there is also this argument that schools will actually compete to have the best teachers. I recommend an opinion article by Hollis Robbins. I can provide the slides after the presentation and you can click the links. I really recommend this opinion article. But this is the main argument, that the most important assets for schools in the 21st century will be their teachers. It's not your arsenal of AI tools. It's not your high-tech classrooms. So just saying that that you are an AI-powered school is nothing new. It's not new anymore. All schools, or most of the schools in the world, slowly are turning into AI-powered schools. So this is becoming commonplace. The real distinction and really the distinctive feature for the best schools for the future is that they have a stable base of skilled and motivated teachers. So this is the introduction. And then the three components, once again, the three main components that I'm talking about in this presentation are AI strategy, institutional strategy, and pedagogical strategy. And my argument is that your school will need all three of these in harmony, so not separately. And I'm trying to illustrate this with the images as well. I always like to use a lot of images to make it easier to comprehend these concepts. So the main argument is that your school will need all three of these, and they need to work together. They need to work in harmony, these three components. And when I say that I am taking a teacher-centered perspective, it's just that we need to remember that these three together, so the AI strategy of your school, the institutional strategy of your school, and your pedagogical strategy, these will have an impact on many aspects of teachers and the lives of teachers in your school, their professional development, teacher recruitment and teacher careers, teacher well-being and job satisfaction, and all the responsibilities of teachers and how we think about their responsibilities and autonomy. So all these are impacted by the three key components. So this is something that we just need to keep in mind as we listen to this presentation. And this much for the introduction, and then I will immediately move on to the first main component and the first main question. So why your school needs a good AI strategy? Well, the illustration makes it clear, I think. So this is the difference between teaching without AI and teaching with AI from the teacher's perspective. Of course, it's possible to teach without AI, but teaching with AI is like, well, it's like the difference between riding a unicycle and a bicycle. So if we focus on teaching with AI, we just know that it's faster, it's more comfortable for teachers. We can say that it gives teachers a sense of stability in many cases. It gives them a sense of security as well if they can rely on AI tools. It's fit for many kinds of terrains. So maybe you can travel more terrains on a bicycle than in a unicycle. And it's more suitable for long distance travel. I mean, this means that, so long distance, we are focusing on long-term results. Also the time that a teacher may spends at your school and works with you at your school. At the same time, teaching with AI can also feel like this for teachers. And this is a trend that I see in many schools. It's just because the AI transition is happening very fast. It's happening very suddenly. There is a boom of AI technologies, so the transition is happening really fast. And what I see is that in those schools that don't have an AI strategist, teachers are usually required to use, in terms of AI tools, teachers are required to use as many tools as possible, as soon as possible. In terms of AI trainings, teachers are recommended to take as many trainings as they can, as fast as possible, and use all the new knowledge immediately. And in terms of AI integration, teachers are required to integrate AI on all levels of their teaching, in assessment, in lesson planning, in creating materials. So all of this is just, I think we can see that it's just overwhelming for teachers. It can be too much.
So instead of appreciating the wonderful potential of AI technologies, because these are wonderful tools, it can be absolutely overwhelming for teachers and even demotivating and turn them away from AI technologies. In contrast, if your school has an AI strategist, then the task of the AI strategist is to create a principled and well-developed plan for better long-term results. And I will show you some concrete examples of what an AI strategist can do for teachers in your school. So for example, if you have an AI strategist, something that they will surely suggest is that you don't need all the AI tools you can get. Teachers don't need to be familiar with all the AI tools out there on the market because there are hundreds, even thousands of AI tools. It's just too much. You just need to select the tools that will help your teachers the most. And one concrete example is the tool that is called Redmenta, which is a complex AI platform, a multifunction AI platform. It's the one that we are using at Avicenna International College. But this is the result of experimenting, trying different platforms, and then finally selecting this as the most useful one for teachers with the best functionalities. Something else, your AI strategists will surely say that banning AI tools and AI usage is not much of a help. Even in our schools, I can see that some teachers are still trying to invent assignments, homework for students, which is AI proof, trying to deter students and prevent them from using AI. But I think that's just not a useful approach. Instead, we should look for tools that are designed specifically for teaching. And another example that I bring is Didact Labs. So here, for example, students don't write their assignments in Microsoft Word, but they write the assignments in this separate software, which is designed for, it shows the percentage of original ideas, copied text, AI-generated text, but it's honest and it's designed for specifically for teaching. And when you will have these PowerPoint slides, you can click the images and they contain links so you can explore these tools better. I won't have time to discuss all these in detail. You will be able to click the images and check the tools. One last point here, as part of an AI strategy, for example, is that we can let teachers experiment with only one new tool each month and then provide extensive practice with just one tool. So not all the tools at once, but take it slower. Let teachers go with their favorite tools. Not all teachers will want the same bicycle. They can try all the tools, but then please let them choose the ones that they actually want to use in classroom practice. Don't force your teachers to use all the AI tools available. I wanted to show one of the new kinds of these preparatory materials that we created at Avicenna for Teachers. This is related to the AI tool of the month, where we actually provide practice activities. This can be used with students, with teachers as well. This is not yet published, but soon it will be published. So we provide these kinds of materials, for example, to let teachers try AI tools. All right, and this is just the tip of the iceberg. When we talk about AI strategy, it involves much more than this. What we need to remember is that it is not teachers who need to know all about AI tools. Teachers need to know all about teaching and how to work in classrooms with students. It is the AI strategist who needs to know all about AI tools. So if you don't yet have an AI strategist, let your school hire an AI strategist. This is a basic requirement for 21st century schools. And then turning to the second question, after AI strategy, we are talking about institutional strategy and why your school needs a good institutional strategy. Well, it's because even with the help of AI tools, teaching is something very complex. Here in this image, we have the teacher riding on the bicycle, so having the AI tools. But even with the help of the AI tools, I mean, teaching is like driving your bicycle in a big city. You always need to know what's your goal, where you want to go, how to get there. And if your school doesn't have a good institutional strategy,
it just feels like putting more barricades in front of teachers and more dead ends and more red lights, and preventing teachers from teaching effectively and moving towards their goal easily. However, if you have a good institutional strategy, it's like removing all these barricades. It's like making it easier for teachers to do their daily job. So my argument is that with a good institutional strategy, teaching can feel like this. It feels like well, it's more linear, it's more clear which routes to take. It's like teachers have the same goal, they are moving in the same direction. It feels more rewarding because the institutional strategy supports the teachers in their daily work and in this process. Of course, the question is, how do you create the foundation for a good institutional strategy? And the most obvious thing you can do nowadays is that you prompt AI. I don't want you to read this all now. This is an AI prompt that you can just copy. So after the presentations, if you want to try using one of the generative AI tools for creating or revising your institutional strategy, this is a basic prompt. You can start with this one. And then, of course, it's up to you how you develop. But this is the good thing in the AI age. I don't need to provide a complete institutional strategy. I just need to provide you with a good prompt. And you can use this prompt to create your own institutional strategy or revise it to get a definition, the key components, why these components matter, examples of good practice. So just use this prompt if you want for the revision of your institutional strategy. Something, however, that I want to mention in connection with institutional strategy in 21st century schools is that they need to cover the needs of teachers, because as we already said, classroom education is changing. And another key idea here is that AI isn't just an add-on, it's a reset. It's not like we have a pedagogical framework already and we are just putting a new layer on top of it, the AI technologies. No, it means that we need to construct the framework again. We need to break down the old pedagogical frameworks and we need to construct them again, because AI is a major transformation in education. And this is something that you cannot do without teachers. You need teachers to help you in this process of making this transition, rebuilding pedagogical frameworks in schools, in 21st century schools. And this is why, again, repeating, schools will compete for the best teachers in the 21st century. But this also means that teachers will be seeking out the best schools. Teachers will have more decision to make in where they want to teach. And the best schools will be ready to answer teachers' needs and questions about. I collected the 10 most important questions. I'm not sure I'm going through all of these. But so for example, teachers will ask questions like this: what is your 5-year professional development plan for teachers? If your school doesn't have this, well, maybe I will choose another school. How much time per week or month is protected for teacher professional learning or collaboration? Or you don't have a plan about this, maybe I will choose another school. Do teachers receive training or coaching to help them use AI and EdTech tools? If not, maybe I will choose another school. So we can see that the value of teachers is increasing. And schools will need to be able to cover all these needs. I've just collected the 10 most important ones, the needs of 21st century teachers. On the next slide, you can see the rest of them. For example, who are the experts that you work with to support teachers? Do you have learning designers, materials writers, AI strategists employed by your school to help teachers? If not, maybe I will choose another school. And you can focus on the last two questions, number 9 and number 10. How does your institutional strategy support competency-based, project-based, or inquiry-based learning? Has your school invented a pedagogical approach for teaching and learning in the AI age? So these last two are already related to pedagogical strategy. And this is where you can see that. So now we are not just talking about institutional strategy, AI strategy. This is something that I've discussed already.
But then pedagogical strategy is equally important. This is why I'm saying that the three need to work together. They need to work in harmony. You need to develop all three together. So the last two questions are taking me to pedagogical strategy, which is the third topic I wanted to discuss. So why your school needs a good pedagogical strategy as well? Well, because AI has shown that the commonly used pedagogical frameworks won't work. So even if this was a nice picture that I used before, it's not completely true anymore, because classroom education is not about racing for the best results. I mean, this picture, this image still shows, still gives this image of the learning and teaching process as if we are racing towards the best results. Everybody's taking the same route, going in the same direction, competing for rewards. But all this image is a bit false already. Instead, classrooms will be turned into spaces for collaborative inquiry. So a better image that I can use is this one. I do believe that with a good pedagogical strategy for the 21st century, learning and teaching will feel more like this. It doesn't feel like competing in a crowded city, in a big city. It feels more like teachers and students sitting in boats, working in small teams together, exploring, learning together. And under the water, for example, there are many interesting things to explore. So learning as exploration, learning as diving deep into interesting topics, interesting discussions. So what we need is this kind of transition to discussion-centered and inquiry-based classroom learning. So this approach, discussion-centered learning and teaching, is not easy at the same time. Based on the image, it seems like that this one is easier. So we are just sitting in the boats floating on the water. But for teachers, this is actually a lot of work. This pedagogical approach is a lot of work. And this is why teachers need helpers. Again, it's a bit of repetition, but I need to repeat it, that the best schools will have these helpers for teachers. Just mentioning the most important ones is the AI strategist, the materials writer, and the learning designer. The first helper, the AI strategist, they help teachers and students to find the best vehicles for traveling to new waters. This was the best metaphorical image I could use. So this is about the instruments, the vehicles that we can use to travel to new waters, whether it's diving, whether it's a submarine, whether it's a jet ski. But this is how I can explain it best with visuals. Another helper for teachers is the materials writer. Materials writers are those people who make sure that teachers and students always have something new to explore. So when they dive into the waters, they always have something new to explore. I do strongly believe that the best 21st century schools will be those that produce their own custom-made learning materials. They don't just use conventional materials, but they produce their own materials. And here you can see an example from Avicenna of some new kinds of interactive learning materials. You can use the QR code, you can click the link after the presentation. Some of you might check out our materials. And then finally, learning designers who help teachers learn how to dive deep in any subject matter with students. So this is about the methodological frameworks, because these also need to be reinvented. If we have a new pedagogical framework, we need a new methodological framework as well. And this is the role of learning designers, because discussion-centered teaching presupposes that teachers can establish the right classroom cultures for meaningful learning and discussion. And this is, again, something complex, something difficult. And I wanted to share that AIC and Fede support teachers in this process. I wanted to advertise some of these materials that we are creating exactly for this purpose. So we have this resource book for teachers. Again, after the presentation, I can share the slides. You can access the publications with the links and the QR codes. So this is one of the resource books, and this is another resource.
that is already available online. So please check these out. And then in conclusion, very quickly, I will make the conclusion very brief, and then I will answer questions if you have. So my first argument to conclude. In the best 21st century schools, classroom education will be about competency-based, discussion-centered, and inquiry-based learning. To establish a stable base of skilled and motivated teachers, schools will need to seek innovation and support teachers in 3 key areas. And by now you know that the 3 areas are institutional strategy, AI strategy, and pedagogical strategy, all 3 together. So if we are talking about transformation in the age of transitions, what we should conclude is that transformations and transitions are most needed in these 3 areas. This is the main argument of my presentation, in these 3 key areas. Thank you, Cornel. Yes, this is my final message, and I am happy to answer any questions and listen to any comments. Thank you very much. There is one question in the chat, Cornel, and this is a question for you. What level of governance and compliance is required for institutions to ensure a transparent AI-assisted process? Just a second, I'm also reading the question. What level of governance and compliance is required for institutions? Oh, what a complex question! Oh my! Yeah. This seems to be more. This seems to be more related to the legal aspect, which we heard in the first presentation. I mean, this is about regulation. This is the level of regulation already, and legal and ethics and compliance. So this is, I think, this comes from the top down. We know that some regulations are already in place regarding compliance and governance, but this is also taking shape currently. So I don't think we have the final mandates, a final set of regulations commonly accepted on the European level. I see that Daniel also wants to add something, so please feel free to comment. Just a quick comment on this question. Indeed, it's a very complex question, but I can tell you, because I am pretty fresh with this, simply because I told you that last week I participated in this discussion by the University College of London, and we talked about, in fact, all kinds of compliance and institutions that will be ensuring safety of edtechs or artificial intelligence to be used in the school context. And I can tell you that according to the AI Act, there is supposed to be an establishment of artificial intelligence office, and also nationally we will have institutions that will be overseeing those edtechs. For now, we have sort of national frameworks for this, and there is an entire discussion whether we should build European frameworks of safety related to the use of edtechs. Within EFEE, by the way, we have applied for a Horizon project about this topic. So in case you would be interested in any of this, we should be starting this next year if it's approved. We want to create indeed a set of guidelines concerning this safe use of artificial intelligence edtechs in the school. And also, we would like to create some kind of pilot of an institution that would be granting access to European market on educational technologies for providers. So in case you would be interested in any of this, just stay in touch. Thank you, Daniel. Of course, we are interested, and I'm sure Cornel is interested in this topic. Do you want to give some words? I can see that. So the questions are coming back to transparency. I'm sure I won't be able to answer in full detail in just 1 minute, but I think
in general, as much transparency as possible. So I think it's always advisable to be transparent about the use of AI tools, whether you use them in any aspect of the teaching process. If you use AI for assessment, if you use AI for materials writing, if you use AI for management at your school, I mean, but you can be transparent about it. So I don't see why. So my standpoint is maybe 100% transparency. So I think that's a good strategy. Again, if you're talking about strategy, and that can be part of your institutional strategy. But I think schools should be transparent about all the areas where they are incorporating AI. So I'm not sure that if that fully answers the questions, probably not. But I wanted to share this idea. Jean-Louis, tu as une question pour Cornel, pour le moment? Ton micro, le micro. Maybe Athénao? Je vais demander à Athénao de remettre le micro du professeur Bischoff. May I have Vous m'entendez là? the question, the mic is on. Je vais gérer. Donc, may I have it's not a question. I was just listening to your presentation that I have for the first time, and I was just wondering, actually, you are suggesting that the higher education institution, they take in their steering committee an AI specialist just to help the school and to be a kind of strategic advisor and also a wise advisor. But don't you think teachers are the strategic advisors for students regarding AI? Because if we take on board an AI analyst in steering committee of education just to help teachers, who is helping students apart the teachers? So the teachers, they are actually the strategic analysts for students. And so we have also to train teachers on this topic. What do you think about that? But absolutely, but this is always true that there needs to be a dialogue between, well, teachers are the practitioners who work in the classroom, and then AI strategists, of course, it's a different position, it's a different kind of expertise, and always there needs to be dialogue. I mean, we've learned from all this webinar that this is such a complex issue. AI is causing such a complex transition. Of course, we need professionals to work together. We need teachers to work together with AI strategists. We need everybody to listen to the other party. Teachers need to listen to the AI strategists because they have their own expertise. And then the AI strategists need to consult teachers regularly and listen to teachers and incorporate their experiences, their ideas in the process. So this is how we can reach a consensus. And this is how we can come up with approaches that work for everyone. Yes, of course, there needs to be dialogue among professionals, even more professionals involved in this. This is why I mentioned not only an AI strategist, but also learning designers, materials writers, the teachers. Yes, absolutely. They need to work together in this and come up with new approaches, new solutions together to make the transition successful. Absolutely. Yes. I would say that, you know, I think this last years we focused on teachers and AI, and we've forgotten the leadership and the governance of higher education institution. I think we've forgotten that. And the leadership is the strategy, and the teachers are operational. And 2 weeks ago, I think it was 2 or 3 weeks ago, I was at the steering committee of education at the Council of Europe, and I raised the voice of the higher education regarding this. And I say, we are forgetting the steering committees of the leadership of higher education. And Daniel, you're working on leadership in education, and what about the proposal of Cornell to really take on board a strategy analyst
Cornell is right. So I can tell you what I've seen in my research. So just recently, just a month ago, I published it. Well, I didn't publish it. I submitted it for publication, let's say. It's a document delivered for the European Commission, and it's a document that focuses on school education level and the use of AI in school education. I was responsible to interview school leaders in Belgium, and I was interviewing around 15 of them of all levels of education, from primary, secondary, and even higher education. And what I saw is that you have both approaches available. You have a top-down approach, which is an approach that is sort of on a governmental level regarding to a particular jurisdiction or the systemic leadership. So in France, it would be Ministry of Education. But in Belgium, it will be the communities, the French-speaking community, the Flemish-speaking community, and the German-speaking communities. And so each of these communities, they designed a top-down framework of the use of artificial intelligence in a classroom. And then each of the networks of schools have designed their own framework of implementation that is applicable to their particular setting. But you have Catholic schools, you have liberal schools, you have municipality schools, and so on. So each of them have designed their own approach, and that's the bottom up. Not bottom up; it's the top down. The bottom up approach is what Cornell mentioned. You would need, and then again in my research, I call them AI pioneers. They would be people that would support the leadership. And Cornell calls them, I think, I think it was strategic AI leaders, something like that. So I call them AI pioneers. The AI pioneers would be people that would advise the leadership to design a school-level strategy for integration of AI, and they would also be responsible for training teachers, showing them, but very much hands-on and solution-on approach, meaning what can AI solve for you? Otherwise, teachers would never buy that. So yes, there is both. There is top down and bottom up through AI pioneers, and there is some kind of a spillover effect. I am old enough, just to finish this, I am old enough to remember the school without computers. I was a student in 1990s Poland, and we didn't have computers. And back then, when computers arrived, we had a similar process. We had ICT teachers being pioneers, teaching us how to use computers. I see, at least in Belgium, what I can tell you, I see examples of similar process of pioneers showing up how to use this, particularly to the teachers, because students, they learn by themselves. They are digital natives, and so it's very easy for them. And it's sort of how we can make sure that teachers and leadership can some kind of catch up with the students and the learners. So that is, I think, the challenge we also face. Thank you, Daniel. Franck, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ceci? J'aurais bien transformé une des slides de Cornell où on voyait un croisement de routes avec un rond-point, finalement, où toute cette intelligence collaborative nous permettrait de travailler ensemble plutôt que de croiser nos routes. Tout à fait, je pense. Alors là, on touche sur un élément tout à fait clé, ce qui est un combat de très longue haleine, c'est d'être plutôt sur un modèle de collaboration plutôt que sur le seul modèle de la compétition, sachant que la collaboration, c'est la vie et que la compétition, c'est plutôt la mort. Voilà, mais je pense que fondamentalement, c'est une orientation dans laquelle il faut s'engager. La réunion enfin, de cet après-midi, enfin, on est une illustration avec, moi ce qui m'a frappé, c'est des collègues d'horizon que habituellement je n'aurais pas croisé et que c'est un point qui est très très bon justement pour mobiliser le système 2 et sortir du confort du système 1.
Merci beaucoup, Franck. Jean-Louis, tu veux prendre la parole peut-être pour la conclusion? Oui, tout à fait. Alors, du droit à la stratégie de développement, passant par l'économie et la psychologie, l'IA a été appréhendée de plusieurs manières. Elle a été éclairée avec plusieurs langues. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a donné à penser en ce qui concerne la transition? Eh bien, elle nous a donné à penser une transition de type psychologique, une transition de type juridique et une transition de type économique. Alors, pour ma part, j'ai passé, une, j'ai passé une excellente après-midi parce qu'effectivement, nous avons tenté de réunir ce qui a priori est hétérogène, ce qui a priori est épars, à savoir des mondes qui habituellement ne se rencontrent pas. Moi, sur ce, j'ai plus grand-chose à vous dire. Je vous dis merci beaucoup à tous les participants. Moi, j'ai beaucoup appris dans des domaines que je ne connaissais pas. Et merci aussi à nos étudiants, nos auditeurs qui ont été très nombreux, plus d'une centaine. Je vous remercie. Madame la Présidente, je vous donne la parole pour le mot ultime. Allô? De- de- la présidente, je suppose que c'est moi. Ben oui. I guess it's me for the last words. Merci beaucoup à tous. Également, merci aux interprètes. Merci aux interprètes. J'ai le son de l'interprétation en double. Merci aux interprètes qui ont fait un travail compliqué, puisque c'est très difficile de traduire des concepts. Et je vais remettre, voilà. Et je voudrais également remercier chacun de s'être rendu disponible pour ce moment. On a un petit peu dépassé les horaires. Je voudrais aussi dire à nos participants que nous avons été représentés là, dans ce webinaire dans de très nombreux pays. On vous donnera les pays, mais sachez que parfois que derrière une connexion se profiler 20, 30, 40 ou 50 étudiants derrière, puisque dans certains pays, des professeurs ont mis en grand écran la conférence pour permettre à tous les étudiants de l'avoir et de n'avoir qu'une seule connexion dans des pays où le débit n'est pas toujours à très haut niveau. Je vous remercie beaucoup. Je me réjouis de revoir Daniel next week for a busy meeting et bientôt Cornel et puis Franck que je vois régulièrement aussi et Jean-Louis tous les lundis. On travaille ensemble. À très bientôt. Un grand merci à toutes les écoles. Un grand merci à vous tous for your commitment and I wish you the best for the end of the week. Bye bye. Merci Thank you beaucoup. very much. Bye bye. Thank you. Merci beaucoup. Bye bye. Et merci à Thénao. Merci à Thénao.